Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cet échange qui va être dédiée aux usages. On a commencé à en parler un petit peu et comment construire la preuve. Une première question pour tous les deux. Vous décrivez souvent un parcours qui est en plusieurs phases. On a commencé un petit peu à l'aborder avec les collaborations avec les médecins, les données de vie réelle, certains partenariats industriels aussi, puis le remboursement. Cette montée en charge est un peu devenue incontournable pour créer un dispositif crédible. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces étapes ? En fait, il y a énormément de stakeholders, c'est-à-dire qu'il y a les patients. Donc les patients, il faut les rassurer sur leur état de santé, il faut leur montrer que le dispositif est effectivement sérieux et derrière qu'il va être facile à utiliser. Donc, la première étape, c'est effectivement construire un produit qui va répondre à ces objectifs-là. Donc, le marquage CE, il est indispensable, et puis la validation clinique aussi. Ça va permettre d'avoir les premiers patients. Puis derrière, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut convaincre le médecin. Le médecin, il a des enjeux d'organisation, il faut que ça soit idéalement facile, que ça optimise son parcours de soins, c'est-à-dire optimiser tant en termes de temps qu'en termes d'ajout de ressources potentielles. Et puis derrière, il va falloir convaincre aussi les autorités. Et en fait, je ne vois pas un acteur qui puisse disparaître de ce chemin-là. Et en fait, et pour convaincre les autorités, il faut un corpus d'évidence, tant d'un point de vue clinique que d'un point de vue de vie réelle. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raccourci selon moi. Donc c'est juste une question de conviction, convaincre tous les acteurs qui font partie justement du parcours de soins et qui permettent à un dispositif d'évoluer. Du coup, je vais essayer de compléter sous deux angles un peu différents. Une innovation en fait qui n'arrive pas aux patients, c'est pas une innovation, c'est un essai. Et déjà, comme dit Édouard, c'est tout un parcours. Et puis après, on a une autre réalité. On a une réalité économique dans lequel on est, et on peut pas toujours vouloir rajouter. Donc, il faut aussi faire la preuve d'être meilleur, la preuve d'être moins coûteux, la preuve que ça apporte à quelque chose. Et c'est presque un Rubik's Cube, en fait. Et, quand on tourne dans un sens, ça se met de l'autre côté. Et on ne peut pas enlever cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est facile de dire il faudrait faire abstraction de tout ça, mais c'est le monde dans lequel on vit, en fait. Et peut-être le dernier point, quand même, qui est quelque chose qui sera une des discussions que j'aurai prochainement, c'est on a souvent vu et on voit souvent le DM numérique comme une structure de coût, en fait. Si on n'arrive pas à convaincre que ça fait partie de la solution et que face à tous les enjeux que l'on a, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, des gens fatigués, que ça fait partie de la solution, eh bien en fait on a cet angle, le coût, et là on va aussi avoir plein de choses qui vont se mettre en jeu pour que malheureusement il y ait cette complexité. Donc c'est peut-être réussir aussi à changer le prisme, et ça pourra certainement nous aider. Mais justement, sur le changement de prisme, il y a un moment charnière dans la vie d'une entreprise, c'est la collecte de données de vie réelle. Donc, question pour vous, Édouard. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on cherche ou recherche à prouver ? Et pour qui ? Pour quels acteurs ? Alors, principalement pour deux acteurs, parce que d'abord pour les médecins, bien évidemment, parce que au-delà des données cliniques, l'avantage des données de vie réelle, c'est que ça va montrer, bien évidemment, que le dispositif vit et que même en vie réelle, ça va dans le sens, justement, de ce qu'on a vu en clinique. Donc, ça les rassure. Et ça, c'est d'abord pour favoriser l'usage au niveau du terrain. Et puis derrière, les autorités publiques évoluent quand même, il faut le dire. Et dans le corpus d'évidence, il y a bien évidemment les études cliniques standardisées qui sont prospectives et qui sont des études cliniques pures. Et puis, il commence à y avoir quand même on commence à demander de plus en plus de données de vie réelle qui permettent de voir l'impact d'une solution en vie réelle dans les organisations de soins. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit même dans les doctrines de la Haute Autorité de Santé, il commence à y avoir une acceptation de plus en plus grande de ces données. On pourrait faire encore plus,
Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il commence à y avoir un mindset qui change. Dans notre cas, on a eu un article 51 dont le but était de montrer l'impact de la solution sur l'organisation des soins. Et c'est pas anodin parce que pour le dispositif numérique, c'est un changement fondamental dans les parcours. L'ajout d'une brique digitale dans un monde qui ne l'était pas. Soyons très clairs, le monde médical était assez peu digitalisé dans les process en tout cas, hormis tout ce qui est EMR. Le reste était quand même relativement imperméable au digital. Et donc, quand on arrive avec un dispositif qui amène des données en vie réelle directement au médecin, alors que d'habitude, les données, elles étaient toutes faites en cabinet, ça apporte énormément de changements. Et donc, du coup, je pense que ces données de vie réelle, elles deviennent de plus en plus indispensables et à mon avis, il serait même très intéressant de les développer encore plus et qu'elles prennent une part encore plus importante dans l'évaluation des dispositifs de manière générale. Si moi je le résumais, j'ai toujours beaucoup cru, et ça fait 35 ans que je suis dans le dispositif médical, à la donnée de vie réelle. Pour moi, c'est un vrai game changer et qu'on l'a pas encore assez exploité parce que quelque part ça fait un peu peur. Et c'est surtout un élément hyper structurant pour la transformation en fait, parce que ça permet de toucher des choses qu'on touche très différemment dans une étude clinique classique. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les patients, c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour l'environnement. Donc, évidemment, il faut des études cliniques standards, mais l'article 51, pour moi, c'était une des plus belles choses qu'on a mis en place. C'est dommage qu'on n'ait pas de plus grands résultats. C'est parce que ça devient palpable. Et c'est la différence entre la théorie et la pratique. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler sur cet axe-là. C'est vrai que schématiquement, attention, je vais tenter une métaphore, mais schématiquement, les données cliniques, c'est ce qu'on a dans l'assiette dans un 3 étoiles. Les données de vie réelle, c'est l'arrière-cuisine. Et en réalité, c'est hyper intéressant de savoir ce qui se passe en arrière-cuisine pour comprendre effectivement comment le dispositif, vraiment, il évolue. Nous, c'était hyper intéressant de voir la réaction des médecins sur l'utilisation de leurs propres patients. Parce que quand vous leur demandiez des choses sur est-ce que vos patients utilisent correctement le dispositif, ah oui, moi, mes patients, ils sont nickel. Et nous, on a des données de vie réelle, et ils les ont sur leur tableau de bord pour pouvoir évaluer justement comment fonctionne. Et ils se sont rendus compte que les patients ne faisaient pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'eux recommandaient de faire. Et je pense que même dans la compréhension de manière générale de notre système de santé, des parcours patients, la donnée de vie réelle, elle va apporter une lumière hyper importante. Et même dans les économies, bien évidemment, qu'on peut faire aujourd'hui, je suis certain qu'on peut faire énormément d'économies en utilisant beaucoup plus les données de vie réelle pour comprendre quels sont les impacts de tel ou tel dispositif médical sur le parcours de soins. Et j'ai un exemple quand même que j'aime beaucoup, qu'on a déjà oublié, parce qu'on a l'impression que c'est loin, c'est le Covid. Mais la télésurveillance sans le Covid, je pense qu'on n'y serait toujours pas. Et en fait, c'est un des plus beaux exemples de vie réelle, en fait. Pourquoi, à quoi ça sert, et le bénéfice et l'usage, en fait. Mais s'il n'y avait pas le Covid, je ne suis pas sûre qu'on aurait un remboursement. C'est très juste. Moi, je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais justement, Laurence, parfois, il y a les données qui sont issues de ces études, et parfois, il y a les données qui intéressent les médecins qui ne sont pas forcément les mêmes. Comment est-ce qu'on jongle avec ces deux éléments ? Alors, ça, je pense que quand on est un industriel, et ça reste, c'est vrai à mon avis, numérique ou pas numérique, avoir la bonne étude clinique, on sait qu'on va y mettre beaucoup d'argent, ça coûte très cher, mais on n'est jamais sûr du résultat. Donc, je pense que c'est là d'ailleurs où je pense le côté... quand c'est possible, vie réelle peut être certainement intéressant pour bien construire, mais la construction de l'étude clinique, alors j'allais dire c'est un métier, c'est pas le mien, mais je pense que c'est la chose la plus difficile pour un industriel, et plus on est sur une étude clinique de taille importante, et plus c'est risqué, parce que quand on est sur une petite start-up, 200, 300 000, ce qui est globalement, on ne fait rien à moins, c'est énormément d'argent. Mais même pour des grands groupes, on les a vus dépenser des millions sur des choses qui malheureusement n'aboutissaient pas. Ce qui ne voulait pas dire que le produit ne fonctionnait pas. C'est des fois ce qui est très paradoxal. Donc là pour le coup, c'est un vrai métier. Et je pense que c'est source de stress, et tout particulièrement quand on est une structure comme toi. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est assez... c'est un peu c'est très compliqué de bien designer. Souvent, on est plus ambitieux. Et je pense qu'il faut être assez conservateur quand on fait ces études pour être sûr d'atteindre les résultats qu'on veut atteindre. Parce que parfois, on va chercher des choses qui sont trop ambitieuses et qui ne sont pas forcément ce que les autorités attendent, mais qui
si jamais ça marche pas, vont être retenus contre nous alors que le dispositif fonctionne. Donc c'est effectivement très compliqué. Moi non plus, je viens pas de ce monde-là et ça a été un peu une découverte. Et je pense qu'on fait tous effectivement des erreurs sur le design d'études, sur les protocoles de manière générale. Et c'est extrêmement compliqué de trouver la bonne étude. Et effectivement, on engage de l'argent. Et on engage notre réputation, et on engage énormément de choses avec ces études. Donc, c'est là où les études de vie réelle sont extrêmement intéressantes parce qu'elles peuvent permettre de guider beaucoup les entreprises pour trouver le bon protocole ou en tout cas ce qui va nous permettre derrière d'aller à l'étape d'après. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas un patient pareil. Et bon, j'ai fait pas mal de diabète et je travaille un peu plus dessus en ce moment. Entre un patient qui est sous injection, entre un patient qui est sous pompe, entre un patient qui est sous mesure du glucose en continu, un patient qui est jeune, un patient qui est vieux. Enfin, il y a tellement de différence que même si on est très bon, on peut se tromper, franchement. C'est assez facile de se tromper. Justement, pour pas se tromper, pour naviguer ces évaluations hybrides, maintenant, donc on a l'article 51, on a les études cliniques, on a données de vie réelle. Édouard, en termes de stratégie d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, nous on a fait des erreurs. Alors je peux te dire qu'il faut pas faire vraisemblablement. Je pense qu'on n'a pas le playbook et même les autorités l'ont pas encore, pour être honnête. On apprend un peu tous en marchant. En fait, ce que les autorités disent aujourd'hui, c'est qu'il faut adopter une stratégie de construction de la preuve clinique de manière continue. Et c'est ce qu'on demande à tous, c'est-à-dire qu'une seule étude ne suffira pas. Il faut une série d'études qui montrent qu'effectivement le dispositif a un impact. Nous, on a fait quelque chose d'assez itératif, peut-être parce qu'on venait du digital, où on s'est dit, on va faire une première étude de validation, puis ensuite on va aller sur le marché pour voir s'il y avait de l'usage des patients, puis ensuite on va faire une deuxième étude en vie réelle, qui était une rétrospective, puis après on va faire une deuxième rétrospective. On a fait plusieurs études, et in fine, quand on est passé devant la HAS, on nous a reproché effectivement certains enjeux méthodologiques liés à nos études. Ce qu'on a entendu, on a cru bien faire pendant pas mal de temps. On avait aussi nos données d'article 51, mais qui ont été jugées pas assez robustes, parce que de la même manière, c'est des nouveaux protocoles, c'est des nouvelles études, c'est des nouvelles manières d'évaluer. Et je pense qu'on est tous un peu en train de réfléchir à comment faire ça. Maintenant, il y a des guides qui sont publiés à mesure. Effectivement, on essaie d'être plus clair. Pour des startups comme les nôtres, c'est pas forcément évident, soyons très clairs. Donc, je pense que la stratégie, c'est assez tôt de prendre un conseil scientifique qui soit composé de méthodologistes. Un méthodologiste assez traditionnel, un méthodologiste plus moderne. Le méthodologiste traditionnel va avoir cet intérêt de bien comprendre et d'être dans le même mindset que nos autorités publiques. Le méthodologiste moderne, la méthodologiste moderne va avoir justement peut-être des idées pour faire des études moins coûteuses, plus rapides. Et puis après, un conseil scientifique composé de médecins du public, du privé, qui comprennent les organisations des uns et des autres, en tout cas du parcours de soins, pour définir des protocoles qui vont effectivement avoir, en tout cas raisonner quand on passera devant les autorités pour éventuellement aller chercher un remboursement. Je pense que, en tout cas, la méthode, je l'ai maintenant. Dire quelles sont les études qui vont marcher, ça dépend beaucoup du DM et de ce qu'on veut prouver. D'autant qu'en plus maintenant, alors je parle de cas de la télésurveillance, mais on a des remboursements pour impact organisationnel. Et là, c'est encore quelque chose de nouveau où on n'a pas l'habitude forcément d'évaluer. Et donc, il faut arriver avec des études, effectivement, qui sont d'un nouveau genre. Donc, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut juste mettre un bon process en place avec les bonnes personnes pour maximiser ses chances de réussite. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à tous les coups. Alors, bien s'entourer, Édouard l'a dit. Utiliser aussi ce que l'on peut, c'est-à-dire qu'il y a les rencontres précoces, par exemple, avec l'HAS. Je pense que vraiment, plus tôt on va vers l'HAS pour discuter, et mieux c'est. Et souvent, Lionel Collet le répète. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment oser. Après, je pense qu'on a... On fait beaucoup de copier-coller quand même historiquement du DM aux médicaments. Les enjeux sont pas toujours les mêmes et peut-être qu'on pourrait accepter de se tromper aussi des fois et de se dire ça marche pas, hop, on marche arrière et puis on va recommencer. Et ça, c'est quand même pas la force globalement de nos procédures et de ce qu'on nous demande. Et peut-être que ça pourrait accélérer. Après, si on regarde ce qui a été mis en place aussi, je pense que globalement
On a essayé d'aider l'innovation par des choses extrêmement structurées, trop structurées. On va prendre le Pécan, par exemple. Hein. Mais quand les sociétés ne répondent pas, c'est que c'est certainement trop structuré. Donc, il faut trouver la bonne balance entre peut-être donner un petit peu plus de latitude, mais si ça ne marche pas, eh bien, on recule. Et puis, structurer au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi un point qui est très compliqué. On demande exactement la même chose aux toutes petites structures qu'aux plus grosses structures. Évidemment qu'il faut le même enjeu de sécurité pour les patients, ça, il n'y a pas de question là-dessus, mais qu'en fonction de l'élément sur lequel on travaille, peut-être qu'on pourrait ajuster un petit peu. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de partager en plus. Et pour revenir sur ce que tu disais, les échanges, c'est extrêmement intéressant, mais aujourd'hui on en a peu, et pas assez, selon moi. C'est-à-dire qu'on a le droit à un rendez-vous précoce, mais c'est un seul, et il n'y a pas forcément d'échange en continu qui nous permettrait de faire évoluer. Enfin, c'est assez compliqué, là où peut-être d'autres structures, notamment à l'étranger, le font un peu plus. Je pense que surtout dans des secteurs où on est en train d'apprendre, hein, tous ensemble, je pense que l'échange, il est indispensable. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'on a un peu calqué nos méthodes d'évaluation sur ce qu'il y avait dans le DM et dans le médicament au secteur du numérique, et c'était peut-être pas forcément adapté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là, mais je pense que effectivement, pour beaucoup d'entre nous, la barrière est encore très haute. Et comme on a assez peu d'échanges quantitativement parlant, c'est extrêmement dur pour nous de savoir exactement où aller et comment s'orienter. Et donc, je pense que là-dessus, l'idée n'est pas du tout de réduire notre niveau d'exigence, mais plutôt de mieux le comprendre pour que les entreprises soient mieux armées et arrivent avec des dossiers qui sont mieux structurés, mieux construits. Ça, je suis entièrement d'accord. Je vais quand même plaider un peu pour ma maison SNITEM, mais il y a vraiment au sein du SNITEM des compétences incroyables. Hein, je pense que tu ne diras pas le contraire. Et que par contre, plus tôt on intègre le SNITEM, plus tôt on connaît les gens et plus vite on peut avoir l'information aussi. Donc pour les sociétés qui arriveraient là sur le marché pour ces SNITEM. Et juste un complément, on a parlé justement de ce qui se faisait à l'étranger, le succès du DIGA allemand. Alors, succès relatif, mais j'ai l'impression quand même relativement supérieur à ce qu'on a fait avec l'article 51 et le Pécan. Vous l'expliquez comment ? Alors, ils ont commencé plus tôt. Donc, il faudra qu'on voit encore, parce qu'ils ont commencé en 2019 de mémoire, et nous, la sortie d'étape, c'était en 2022, il me semble, donc il y a 3 ans d'écart, véritablement, entre les deux. Nous, on est très fort en télésurveillance, on est moins fort en DTX. Eux, ils ont pas grand-chose en télésurveillance, ils sont très forts en DTX. En revanche, ils ont... et pendant un temps, ils sont... Enfin, moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand les premières données publiques sur le DIGA sont sorties, c'était pas... ça fanfaronnait pas du tout. Je crois que 53% des médecins n'étaient pas du tout au courant de ce qu'était le DIGA. En termes d'adoption, je crois qu'il y avait que 3000 DIGA qui avaient été, à l'époque, qui avaient été prescrits. Enfin, c'était prescrit en termes de nombre de patients, donc c'était pas forcément énorme. Peut-être que je me trompe sur les chiffres, mais encore une fois, quand les premiers chiffres étaient tombés, c'était pas forcément folichon. Et puis, je me souviens aussi que tous les tarifs avaient été divisés, parce que dans le DIGA, on négocie son tarif, et puis après, on revoit, une fois qu'on passe la phase temporaire, on revoit le prix, et je crois que la majorité avait été divisée par 2 en termes de tarification. Donc, tout n'était pas parfait et pas parfaitement calibré. Et là, maintenant, effectivement, je crois qu'il y a une vraie... Les entreprises, à mon avis, sont plus prêtes. Il commence à y avoir des belles adoptions. Alors, je pense notamment à Hello Better, à Cranus, qui sont des entreprises qui ont bien marché, qui ont maintenant des remboursements permanents en Allemagne. En France, en télésurveillance, globalement, ça s'est aussi très bien passé au début. On a quand même eu pas mal de solutions, notamment à la sortie d'étape, en cardio, en insuffisance rénale, en insuffisance cardiaque et en insuffisance respiratoire. Ça s'est un petit peu crispé à la fin d'année 2024, parce que, enfin, il y a eu moins de dossiers qui ont été effectivement acceptés, mais je pense quand même qu'on peut dire que la télésurveillance, la France est relativement pionnière. Après, et là, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Je pense qu'effectivement, on a un peu durci les méthodes d'évaluation. Elles sont peut-être un peu différentes philosophiquement de ce qu'on voit en Allemagne. Où en Allemagne, il y a une période probatoire qui est un petit peu plus longue et il y a plus d'échanges avec les autorités. Peut-être que c'est lié aussi à la situation économique, financière, je sais. Enfin, ça, c'est encore compliqué, mais je dirais pas que le DIGA il a juste 3 ans d'avance et peut-être un peu plus d'expérience, quoi.
Ouais, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter, excepté que je pense que le mot résilience, c'est hyper important, en effet, parce qu'en fonction de quand on arrive, c'est vrai en Allemagne, parce qu'en effet, en Allemagne, j'entends aussi parler quand même des difficultés, même sur le DTX. Je pense que la télésurveillance, comme tu le disais, en France, c'était plus rapide, mais je pense que le Covid a eu vraiment un impact clé. Et on a toujours tendance à voir ce qui est mieux chez son voisin. Après, quand on parle avec les Allemands, ils peuvent avoir un autre point de vue. Donc, je dirais, attention, on est dans un environnement où il faut surtout connaître le mieux possible son environnement. Voilà. Et comme on ne peut pas vivre uniquement avec son marché national, il faut absolument être dans son marché national pour s'étendre. Moi, quelque part, ce qui des fois me fait un petit peu peur, c'est on se focalise évidemment beaucoup sur notre marché national, mais après, il faut quand même pouvoir grandir, parce qu'il n'y a aucune structure qui, demain, va pouvoir vivre uniquement avec le marché français. Donc, je crois que c'est pas la France, l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie, c'est comment est-ce qu'on peut être certain qu'à un moment, le marché européen représente quelque chose où on ne refait pas à chaque fois la même chose pour y rentrer. Et ça, je pense que c'est la question d'actualité sur laquelle il faut travailler. On va passer à une nouvelle séquence décalée pour marquer un temps de pause. Et je vous propose aujourd'hui de terminer la phrase que nous allons vous présenter avec Guillaume. La première phrase, c'est l'adoption sans remboursement, c'est... J'avais envie de dire du pipeau. Ouais, c'est l'obsolescence programmée, quoi. Malheureusement en France. Innover uniquement pour le marché français, c'est insoutenable. C'est la chute assurée. Ouais, je pense que c'est infinançable aussi. La plus grande illusion du dispositif médical numérique aujourd'hui, c'est qu'il existe un marché européen de santé. Franchement. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'existe pas. Il existe un marché américain de santé, mais il n'existe pas de marché européen de santé aujourd'hui. Il n'y a que des pays. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment... Alors, il y a une réglementation européenne, mais il n'y a pas de marché européen de santé. On pourrait dire, c'est que ce soit facile aussi. Ouais. Parce que c'est tout sauf facile. Bon, et du coup, la question qu'on se pose toujours trop tard. Moi, je dirais, quel est mon marché et quel va être le temps pour arriver à ce marché, en fait. Je pense que c'est vraiment dès le début qu'il faut y penser. Je vais partager avec vous une anecdote. On n'est pas dans le numérique, mais c'est une anecdote que je connais bien. Arnaud Mascarel, Fine Art, travaillait avec moi, et la première fois, quand il me demande un congé sabbatique, il me dit dans 6-7 ans, ça devrait être bon. Et là, dernièrement, on s'est revus et il me dit ah oui, ça fera 13 ans, 14 ans avant de mettre un marché. Il faut réussir à financer pendant 13 ou 14 ans. Oui, je pense que la question qu'on peut se poser quand on commence à entreprendre en santé, c'est est-ce qu'on est prêt à y passer 10 à 15 ans avant d'avoir la vraie adoption et le vrai succès. Il y a pas il faut vraiment être... Est-ce qu'on est marathonien ou sprinter, quoi, en gros? Si on est sprinter, il vaut mieux pas travailler en santé, véritablement. Et dans le numérique, je trouve ce qui est encore plus probant, et tu l'as utilisé plein de fois, c'est on compte en nombre de patients connectés, en nombre de patients où il y a l'adhérence. Et les nombres de patients, il faut les enchaîner pour que ça fasse du volume. Donc, pour en vivre, il faut mieux bien évaluer le temps qu'on va mettre pour arriver à un certain nombre de patients. Dernière affirmation, celle-ci va falloir l'expliquer un peu plus longuement. Le rôle de la distribution dans le dispositif médical, c'est... Alors moi, je dirais que c'est un coût. Et pourquoi je dirais que c'est un coût? Parce que... souvent, en fait, on se dit, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, alors on a le MDR, et puis on a ci, puis on a ça, le reste, ce sera facile. Mettre un produit sur un marché, c'est long, c'est compliqué, et si on n'a pas la bonne distribution au sens large, que ce soit son propre réseau de distribution, le bon distributeur, la bonne société avec qui on va collaborer, ça peut être l'échec au bout de la rue, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on va réussir à déployer, en fait, sa solution, peu importe la solution. Et là aussi, il y a énormément d'a priori. Combien de fois j'ai entendu « Ah oui, mais eux, ils visitent les mêmes clients. Donc,
ils vont parler de nos produits, ça va être facile. Eh bien, si vous n'avez pas du tout l'habitude de vendre un produit numérique quand vous faites de la molécule, ça peut être la fin. Voilà. Donc, c'est là encore, c'est la discussion qu'on avait. Le business model, c'est le début, et on a le droit de changer la vie, mais c'est bien de s'interroger dès le début. Si on arrive à cette phase, eh bien, comment j'ai envie de vendre ce produit. Et un autre exemple aussi qu'on entend souvent, mais c'est pas grave, on va s'associer à une grosse société et ils ont une grosse force de vente. C'est pas parce qu'ils ont une grosse force de vente qu'ils vont vendre votre produit, même s'ils y ont un intérêt. Même s'ils y ont un intérêt. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. C'est bien plus compliqué que ça. Ouais, je dirais que si le DM et la voiture, la distribution, c'est l'essence. C'est-à-dire que sans essence, globalement, la voiture, elle va nulle part. Si on met pas la bonne essence ou diesel ou peu importe, globalement, la voiture, elle explose. L'électricité, ouais, c'est vrai. Et donc, à bien des égards, je pense qu'on sous-estime effectivement l'importance de cette ressource qui permet de faire avancer le véhicule. C'est évident. Et là où je suis entièrement d'accord, c'est trouver le bon partenaire ou faire soi-même la promotion, c'est extrêmement compliqué. Et coûteux. Nous, on a travaillé avec Novartis, on a travaillé avec les laboratoires Théa, et on a eu de la chance parce que assez rapidement, on s'est rendu compte que les enjeux, ils étaient essentiellement opérationnels, et pas du tout des enjeux stratégiques. Globalement, on arrive toujours à trouver, d'une manière ou d'une autre, un enjeu stratégique. Mais il faut bien comprendre qu'opérationnellement, si on n'a pas clairement dessiné comment la relation allait se construire, on peut vraiment passer beaucoup de temps à faire de la promotion qui ne fonctionnera pas. Et là où c'est extrêmement intéressant, on a vu aussi, en fonction du réseau de visite médicale qui est utilisé, des performances complètement différentes. Et donc ça, il faut être en capacité effectivement de bien le comprendre, de bien l'analyser. Et si ça marche bien, c'est assez exceptionnel. Une bonne distribution peut faire vraiment la différence. Si ça marche mal, c'est très compliqué et très coûteux. En fonction de quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui faisait que ça pouvait marcher ou pas ? Qu'un réseau était bon ou pas ? Par exemple, sur le DMN, c'est du changement de pratique. Et vous mettez un réseau de VM qui est habitué à vendre, par exemple, du médicament qui ne change pas le parcours de soins, ça va être extrêmement compliqué pour eux de le promouvoir. Il faut des visiteurs, ou en tout cas des CAM, qui ont déjà eu l'habitude de distribuer un produit qui change la pratique des médecins. Parce qu'en fait, ils ont très peu de temps avec le médecin, et il va y en avoir qui sont sur de la performance, et il y en a qui sont là pour le long cours. Et donc, du coup, c'est une approche de la visite médicale qui est complètement différente. Et dans un premier cas, on va se retrouver avec des VM frustrés, des médecins qui ne comprennent pas, et donc in fine des performances qui sont basses. Et dans un deuxième temps, dans le deuxième cas, des visiteurs médicaux qui connaissent justement le changement de pratique, qui sont beaucoup plus dans des relations au long cours avec leur médecin, et qui derrière vont pouvoir effectivement on va peut-être avoir moins de volume, mais par contre, la relation avec le médecin, elle est préservée, et in fine, on va avoir beaucoup plus de prescriptions et de performances sur le long terme. Mais il faut savoir où se placer et comment placer le produit. Moi, j'aimerais bien résumer en disant, en fait, la distribution, c'est pas la dernière roue du carrosse. Et de surcroît, je pense qu'on est dans un monde qui change énormément. Donc, historiquement, on s'est beaucoup intéressé aux médecins et puis après un peu aux infirmières. Je pense qu'il y a le rôle du patient dont on a discuté au début. Et je pense que le travail doit être fait en parallèle. Et ça, c'est pas toujours simple non plus, parce qu'en fait, c'est pas de la vente, c'est de la communication et comment on s'adresse aux patients. Mais surtout dans le numérique, je pense que c'est vraiment un travail, j'allais dire, qui se fait à la même vitesse, qui doit permettre cette accélération. Parce que si vous avez un médecin que vous avez réussi à convaincre, qui passe pas trop de temps à convaincre un patient qui est déjà convaincu, je pense que vous avez plus de chance. Donc c'est les deux à la fois, je pense.